Fantastique histoire d'amour de Sophie d'Ivry, chez Seuil Éditions. Livre 1, La compacteuse. Chapitre 1, Bastien. J'ai de la chance. Ce matin, elle est là. Le teint mat, un air sérieux, des cheveux bruns. Elle est protégée des pieds à la tête contre le froid. Elle porte un bonnet. Pour ne pas la déranger, je me suis cachée derrière un arbre. À vrai dire, ce n'est pas elle qui m'intéresse, mais ce qu'elle fait. Oh, ce n'est presque rien. Un geste, un détail. Mais il fait passer un brin de lumière dans la grisaille de ma vie. Alors, chaque fois que je me rends tôt le matin au parc de la Tête d'Or, je viens voir près du cèdre du Liban, si elle est là. C'est comme une cérémonie, toujours la même. De sa poche, elle sort ce qui doit être des graines, qu'elle place sur sa main droite. Elle lève la main à hauteur de son épaule, elle ouvre la paume bien à plat. Puis elle se fige, le menton haut, sans bouger. Elle attend 1 ou 2 minutes, mais guère plus. Soudain, une mésange jaillit du cèdre et vient se poser sur le bout de ses doigts. De son bec, elle attrape une graine et repart. J'ai le cœur à l'arrêt, toute pensée suspendue. Un autre oiseau s'approche. Il se serre et repart. Cela dure à peine 1 seconde, mais cette seconde me bouleverse. Peut-être que cette fille a un secret pour attirer ainsi les oiseaux. Au parc, les mésanges ne s'approchent jamais de moi. Elles sont sauvages et c'est bien normal. Avec cette fille, c'est différent. Je ne sais par quel mystère elles lui font confiance. Elle a dû mettre des années pour gagner cette seconde de contact. Quel contact il me reste, à moi, alors que plus personne ne me prend par la main dans un parc. Si je n'avais pas arrêté de fumer, Isabelle serait peut-être toujours avec moi. Mon sevrage tabagique rendit plus exécrable encore mon caractère. Mais je compris trop tard une chose trop simple. Une femme qu'on ne rend pas heureux vous quitte. L'aspiration au bonheur individuel est supérieure à la force de l'amour. Peut-être pas à l'amour filial, mais à l'amour conjugal, c'est sûr. Pourquoi est-on amené à choisir entre le bonheur et l'amour? Quand cela a-t-il commencé pour nous? Depuis 2 ans, je suis seule et je n'ai pas de réponse à ces questions. Les placards de mon appartement sont restés à moitié vides. Ils ressemblent à ces nids secs qu'on trouve sur les branches basses des arbres. Je me suis fait plaquer. Je mange des plats surgelés, mais je n'ai pas repris la cigarette. Je suis un homme fier. Maintenant, je bois. On a tous besoin de drogue. Les gens paraissent normaux comme ça, mais ils ne le sont pas. L'un dort avec des couteaux sous son oreiller. L'autre est persuadé que dans 3 ans, les élections seront interdites en France. Le troisième a des sueurs froides si un placard reste entrouvert. Dès qu'on gratte un peu, on s'aperçoit que les gens ont des failles terribles, des béances qui les rongent et qu'ils essaient de contenir. Ils y arrivent à peu près tant qu'ils sont jeunes, mais au fil des années, la résistance s'affaiblit et ils craquent. Sans parler des traumatismes abominables qu'on découvre quand on les fait parler de leur enfance. Voilà comment nous vivons tous. Quelque chose cogne à la porte durant des années, mais nous ignorons ce qui cogne. Cette angoisse que je porte en moi, je la vois partout en ville. Sur ces bâches publicitaires où une jeune fille, béate, lappe un yaourt vanille, dans ces dojos où s'étirent les femmes en âge de cancer, dans ces salles de sport où se réfugient les cadres, jusque dans cette manière de saisir notre téléphone pour pallier l'absence la plus brève. N'est-ce pas la preuve de l'angoisse dans laquelle nous vivons tous? Je ne suis pas plus malin qu'un autre. Personne en avançant en âge ne peut en être exempt. Et comment, sans drogue, pourrais-je m'en prémunir? Ce jour-là, je m'étais réveillée peu après 4 heures du matin. Depuis qu'Isabelle était partie, je dormais mal. J'avais pris le premier métro et fait l'ouverture du parc de la Tête d'Or. De la brume s'échappait de la surface du petit lac. L'eau était restée plus chaude que l'air. Les arbres avaient perdu leurs feuilles. Ils attendaient dans leur immobilité le soleil prévu dans la journée. Ils attendaient la neige qui viendrait peut-être cet hiver. La vue de la neige est une des rares choses qui me rendent heureux. Mais nous n'étions que début décembre et j'avais peu d'espoir.
Quand j'avais 20 ans, je croyais que toute souffrance était guérissable. Depuis que je me suis fait plaquer, j'ai toujours des anxiolytiques sur moi et des bières dans mon frigo. Cela dit, les levées de soleil au parc restent le meilleur rempart contre ce qu'on appelle pudiquement les pensées noires. Autour des berges du lac, des petits plis apparaissent sur l'eau, tels des rides qu'on pourrait enlever d'un simple revers de la main. Un jogger avec des oreillettes Bluetooth courait sur l'allée goudronnée. Un retraité promenait un chien jaune. De la buée s'échappait de ma bouche. C'est toujours le matin que mes pensées noires sont les plus accablantes. Le matin, rien ne vaut la peine. Je suis l'homme le plus nul du monde. La vie m'apparaît comme un long dimanche pluvieux. Mais nous n'étions pas dimanche, nous étions jeudi. Une journée de travail m'attendait. J'étais content de la commencer avec la fille aux mésanges. Je la regardais sans bouger. Je ne suis pas du style à aborder les femmes dans un espace public. Les mésanges voltèrent encore quelques minutes autour d'elle. Puis, comme chaque fois, elle se frotta les mains l'une contre l'autre, replaça son bonnet et partit pour son jogging. J'avançais et me plaçais à mon tour sous le cèdre, mais les oiseaux avaient disparu. Ils m'ignoraient comme Isabelle m'ignorait à présent. Les idées noires revinrent s'agripper à moi. Il était presque 8 heures. Les promeneurs de chiens se faisaient plus nombreux. 2 cyclistes s'embrassaient devant la sculpture de faune avant de partir chacun de son côté. Un père remettait des gants sur les mains de son enfant. Il reste de l'amour dans nos villes, mais il n'est pas pour moi. Je repris le chemin du métro. Je bus un café dans un bistrot, mangeai un croissant, feuilletai les journaux. La ville bruissait de moteurs. Les voitures et les vélos se disputaient la place sur le bitume. Les parents amenaient leurs enfants à l'école, les mères tirant sur leurs bras en disant « Dépêche-toi !» Et les enfants passeraient de la tyrannie de leurs parents à celle de la classe. Qu'on laisse les enfants tranquilles! Ma misanthropie me reprenait, tel un liquide corrosif. Je suis content de ne pas avoir d'enfants. J'aurais été un père mauvais. Je m'appelle Bastien Fontaine, j'ai 41 ans et je suis inspecteur du travail. Mon métier consiste à faire respecter le code du travail dans les entreprises. Nos bureaux sont situés à Villeurbanne, dans un immeuble dont la moquette ne s'est jamais remise du passage à l'euro. J'ai 3 collègues, Guylaine, Éric et Ludivine, à qui je n'avais guère l'habitude de parler avant de me faire plaquer. Mais depuis, je fais des efforts pour ne pas rompre tout lien avec le grand brocoli de l'espèce humaine. Cette journée aurait dû être une journée ordinaire. Une journée de décembre plutôt ensoleillée et même agréable, avec une promenade au parc le matin, la routine des contrôles, 2 à 3 bières le soir. Il en fut autrement. Il était 17 heures. J'étais en train de faire le point avec Guylaine quand le commissariat central m'appela. Un accident du travail mortel venait d'avoir lieu dans une entreprise de Vénissieux, sur mon secteur. Un ouvrier s'était fait broyer dans une compacteuse hydraulique. Je quittais mes collègues dans la minute. Rien qu'à leur réaction, lorsque je leur répétais ce que m'avait dit la police, je sus que j'allais passer une soirée abominable. Inspecteur du travail. C'est un métier solitaire. Quelque chose entre shérif et assistante sociale. Au vu de la flotte de véhicules qu'on met à notre disposition, je pencherais plutôt pour la seconde proposition. La Renault démarra sans problème ce soir-là. Au premier embouteillage, je jetai un œil rapide sur le dossier de l'entreprise. La boîte s'appelait Plastirec et faisait du recyclage industriel. À partir de bouteilles plastiques vides qu'elle compactait, Plastirec créait des balles de 2 mètres cubes qu'elle revendait à d'autres industriels. Je ne l'avais jamais contrôlée, malgré la dangerosité de ces compacteuses. Comme toujours, dans ces cas-là, quand survient l'accident, je me sens coupable. Pourtant, je ne peux pas aller partout. Dans le département du Rhône, il y a un inspecteur pour 10 000 salariés. J'ai beau en faire le plus possible, mes contrôles restent aléatoires. Le contrôle, c'est la base de mon travail. On débarque dans une entreprise à l'improviste, on examine les postes, les ateliers, on relève les noms des salariés présents, on vérifie que les équipements sont réglementaires, que les salariés ont bien été embauchés dans les règles et ont été formés. Les inspecteurs du travail
ou plutôt les inspectrices, car les femmes sont devenues majoritaires dans le métier, passent au hasard, ou si on nous a signalé des abus majeurs. Sans prévenir, de jour comme de nuit, sans autorisation, j'entre partout, je vois tout. Peu importe que je sois en costard-cravate ou en jean basket, j'entre. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à être bien accueilli. J'ai appris avec le temps à adopter le bon comportement. Rester calme et éviter le contact visuel. Ne pas mettre d'affect. Et surtout, les laisser dire. J'ai déjà été traité de collabo et de salopard. Les filles sont traitées de salopes et de mal baisées. On entend aussi beaucoup d'histoires de couilles. Vous nous cassez les couilles, je m'en bats les couilles, vous n'avez pas de couilles. Les patrons déversent sur nous une colère longtemps accumulée. Contre l'instituteur qui les a humiliés, contre le flic qui leur a mis une amende sur la route, contre le facteur qui n'a pas déposé leur colis, contre le maire, et que sais-je encore. En tant que fonctionnaire, je prends pour l'ensemble. Mais je reste impassible. Quand je contrôle, l'État, c'est moi. C'est gratifiant. Je crois être un bon inspecteur. Dans le genre froideur légaliste plus que vengeur marxiste. Je n'ai pas de pitié, ni de connivence, ni d'acharnement spécifique. Mais si je veux contrôler 10 fois l'hypermarché, ou un manager martyrise ses caissières, c'est mon droit. Je fais partie des fonctionnaires les plus libres de France. Je suis pratiquement immuable. Personne ne peut faire obstacle à mon travail. Personne n'a le droit de m'interdire quoi que ce soit, même pas mon supérieur. En l'occurrence, ma supérieure à l'époque, c'était Guylaine. On s'entendait bien et, malgré les grilles d'évaluation infantilisantes mises en place par le ministère, la confiance régnait entre nous. On avait passé un deal, on s'entraidait et, surtout, on se fichait la paix. Après un contrôle, il faut rédiger des courriers qui seront adressés à en recommander aux employeurs. C'est moi qui les signe. Pas Guylaine, pas le ministre du Travail, moi. Souvent, ce sont des lettres d'observation qui listent les problèmes constatés. Parfois, un arrêté de travaux quand les zingueurs se baladent sur le toit sans garde-fou. Dans les cas les plus graves, comme les accidents ou les harcèlements, il faut rédiger des procès-verbaux. Il s'agit alors de décrire en termes juridiques les planches pourries, les remarques racistes ou la suite de négligence qui a conduit à l'accident. L'essentiel de mon métier tient dans ces écrits. Je constate que les douches sont inaccessibles, que les salles de pause sont inexistantes, que le délégué syndical a été privé de l'autorisation de distribuer ses tracts. Sans notre regard et sans ces lois, la majorité des employeurs exploiteraient leurs salariés jusqu'à épuisement, ainsi qu'on le faisait au XIXe siècle. Certes, les enfants ne travaillent plus 10 heures par jour dans des filatures. N'empêche qu'aucune de mes visites, aucune, ne finit sur un « bravo, rien à dire ». Il y a toujours quelque chose à signaler, et parfois en montant le ton. Quand ça dégénère, nous pouvons menacer l'employeur de poursuites pénales. Il m'arrive de le faire. Mais le plus souvent, c'est du bluff, car la plupart des PV sont classés par les tribunaux. Les procureurs se fichent de la délinquance patronale. Ils sont obsédés par d'autres formes de violence. J'ai beau avoir un arsenal juridique à ma disposition, je reste un bas fonctionnaire. Quand par miracle, mon PV permet d'intenter un procès contre un patron, sa condamnation sera symbolique. Mais je ne me décourage pas. J'applique le code du travail. Je suis payé pour ça. L'ironie est que mes parents étaient de vrais chiens de garde de la bourgeoisie. Quand ils m'ont inscrit en droit à Lyon 3, ils espéraient que je devienne avocat d'affaires. À cette époque, j'avais 18 ans. Je cherchais une issue. Les amphithéâtres de la fac étaient peuplés de crétins en chaussures bateaux, pulls sur les épaules, des blondinets qui avaient planifié leur carrière, leur nombre d'enfants et leur voyage aux States. Je ne me fis aucun ami. Mais contre toute attente, dans le noir désordonné de ma tête, où la notion de bonheur n'a jamais été crédible, où l'idée de loisir m'inspire du mépris, mais où la vérité garde son importance, entrer dans la logique juridique m'apporta un immense plaisir. Il n'était plus question de rhétorique ou de violence pour imposer son pouvoir. Je découvrais la force de la loi. Les cours sur le droit du travail n'étaient pourtant pas très prisés. Ils se tenaient dans un sous-sol. Le professeur était captivant. Il nous révéla une mémoire insoupçonnée,
ces couches de lois votées pour protéger les faibles, notre Constitution, nos règles de sécurité. Ces lois sont un filet invisible tendu sous nos existences, car nous passons le plus gros de notre temps à travailler. J'ai voulu prendre ma place dans cette histoire, une place à l'opposé de celle de mes parents. Aujourd'hui, mon métier consiste à rendre visible ce filet de protection, à défendre ces travailleurs. Je suis un bas fonctionnaire, mais j'incarne. Chaque jour, je le rappelle au patron. Non, votre salarié n'a pas à vous demander une pause, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La loi oblige. Ça n'a rien à voir avec être sympa ou avec l'épaisseur de votre carnet de commandes. Un patron doit accorder des pauses à ses ouvriers et leurs durées sont strictement précisées par le Code du travail. Car nos tonnes d'angoisse n'ont pas toujours été sublimées par de l'alcool, du yoga ou des anxiolytiques. Des députés plus nombreux dans des temps plus anciens ont réussi à imposer des règles protectrices. Et tant que ces lois ne seront pas abolies, l'État doit les faire respecter. J'étais jeune quand je pénétrais à l'intérieur de cette forêt de textes, d'amphithéâtres, à travers ces articles buissonnants et les épines des premiers chagrins, car j'ai toujours été attirée par les femmes qui me font souffrir. Mais j'avais trouvé ma voie, et malgré le scandale qu'il provoqua dans ma famille, je ne m'en suis pas détournée. Certes, je sais qu'il y a une part de leurre, que l'exploitation capitaliste a besoin d'un paravent juridique pour que perdure l'inégalité entre la classe laborieuse et la classe possédante. Je sais que nos PV seront classés. Beaucoup de mes collègues se découragent et quittent le métier. Les mecs deviennent charpentiers en éco-construction ou avocats au prud'homme. Les femmes maraîchères bio ou institutrices. Quand elles reviennent prendre un café dans les bureaux, elles disent « Je ne sais pas comment vous faites pour tenir. » Moi, je tiens. Même si mes mains se crispaient sur le volant en allant à Vénissieux. Un homme était mort dans une compacteuse. J'avais l'impression que les phares des voitures étaient comme des bougies funèbres traçant des lignes dans l'obscurité. Mort broyé. J'aurais dû inspecter cette entreprise. C'est la base de ma mission, de porter attention aux métiers dangereux. Sauf que c'est le tonneau des Danaïdes. Il y a trop de demandes, trop d'infractions. Je klaxonnais hargneusement une voiture qui n'avançait pas assez vite. Pour un peu, j'aurais voulu me battre. Isabelle me reprochait de détester tout le monde. Mais tout le monde se déteste. Ce n'est pas ma faute. Dans les entreprises, on ne voit que ça, de la haine entre salariés et patrons, entre collègues et entre services. À croire que c'est une production naturelle. Je la vois partout. La haine se secrète à la machine à café comme une huile jaune. Il y en a tant qu'on pourrait en faire une énergie de combustion. Les jeunes insultent les vieux, les voisins de bureau se haïssent, on se hait à l'université, on s'humilie à l'armée, les profs veulent tous la mort du suractif pénible, et toute coiffeuse a désiré très fort enfoncer ses ciseaux dans votre gorge. Isabelle ne comprenait pas qu'avec une telle misanthropie, je sois catholique, que je crois en la résurrection du Christ et tout le tralala. Mais si je n'allais pas à la messe le dimanche, la haine me submergerait. Il faut bien que je m'arme, que je mette quelque chose en face de cette violence. Il n'y a qu'à la messe que je peux entendre mon curé dire « Ne répondez pas à la haine par la haine, sinon, jusqu'où la haine ira-t-elle » Seul, je n'ai pas les moyens moraux de contrer ces flots jaunes. Isabelle me disait d'un air condescendant « Tu as encore besoin de ça. » Elle voyait mon besoin de religion comme un handicap, alors que moi je le considère comme une dimension supplémentaire de mon âme. Une des rares choses que j'aime en moi, quelque chose de bon. J'ai besoin de Dieu, un besoin noble qui m'aide à me prémunir de la haine. Isabelle ne pouvait pas se passer de son tapis de yoga. Je ne vois pas en quoi c'est supérieur. Jésus-Christ nous met au défi d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. C'est tout de même un objectif plus élevé que de savoir faire poirier. Pour le reste, il n'y a que les athées qui s'imaginent que les chrétiens croient à tout en bloc, que nous sommes vraiment consolés. Je ne suis consolée de rien. Je ne me confesse pas. Mon catéchisme est approximatif et l'Immaculée Conception une vaste blague. Mais je vais à l'église le dimanche et en entrant dans l'édifice séculaire, je m'inscris dans une histoire d'angoisse plus belle que la vôtre. Quelque chose alors est possible.
malgré les ouvriers tués au travail, malgré les guerres et les chagrins d'amour. Peut-être qu'un jour je comprendrai ce que signifie être aimé de Dieu, mais pour l'instant, je ne suis aimé de personne. Pour l'instant, du matin au soir, je souffre et je demeure, comme Isabelle me l'a assez répété, un lâche, un misanthrope et un égoïste. Mais dans ce monde privé de beauté, dans ce monde privé d'espérance, le Christ est ressuscité et je vous emmerde.